Emma courut à travers les rues étroites de Séville, le cœur battant comme un tambour de guerre, fuyant l'ombre de son passé qui venait de ressurgir sous la forme d'un visage trop familier. « Pourquoi toi, ici, après tout ce temps » hurla-t-elle intérieurement, les larmes brouillant sa vue alors qu'elle trébuchait sur les pavés irréguliers. Soudain, une main ferme attrapa son poignet, la forçant à s'arrêter, et la voix d'Anaïs, rauque et suppliante, brisa le silence. « Emma, attends. Je ne suis plus celle que tu as connue. » Emma avait toujours cru que les fantômes du passé restaient enterrés, mais ce soir-là, dans la chaleur étouffante de l'été andalou, ils dansaient comme des flammes autour d'elle. Séville, avec ses ruelles labyrinthiques et ses places animées par le flamenco, était censée être son refuge, un endroit où elle pouvait recommencer, loin des souvenirs douloureux de son adolescence en France. À 28 ans, Emma était devenue une artiste peintre, installée dans un petit atelier surplombant la Giralda, où elle capturait sur toile les couleurs vibrantes de l'Espagne. Ses cheveux bruns ondulés encadraient un visage doux, marqué par des yeux verts expressifs qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau. Elle avait fui Paris il y a 5 ans, après une rupture amère, cherchant dans ce pays ensoleillé une renaissance personnelle. Mais le destin, ce farceur impitoyable, avait d'autres plans. C'était lors d'une fête de la feria de Abril, au milieu des robes à volants et des chants gitans, qu'elle l'avait vue, Anaïs. La même Anaïs qui, au collège, avait transformé ses années scolaires en un enfer quotidien. Anaïs, avec ses cheveux noirs courts et bouclés, ses yeux bleus perçants et son corps athlétique forgé par des années de sport, était là, riant avec un groupe d'amis, un verre de sangria à la main. Emma sentit son estomac se nouer. Comment était-ce possible? Anaïs, l'ancienne tyran, celle qui l'avait harcelée sans relâche pour son orientation sexuelle naissante, pour sa timidité, pour tout et rien. Les souvenirs affluaient comme une marée montante. Au lycée à Paris, Anaïs était la reine incontestée, populaire, charismatique, leader d'une bande de filles qui semait la terreur dans les couloirs. Emma, alors une adolescente frêle et rêveuse, avait été sa cible favorite. La petite lesbienne, l'appelait-elle, avec un sourire moqueur qui masquait une cruauté adolescente. Les moqueries, les rumeurs répandues, les exclusions sociales, tout cela avait laissé des cicatrices invisibles sur l'âme d'Emma. Elle avait pleuré des nuits entières, se sentant isolée, indigne d'amour. Et maintenant, dans cette ville étrangère, Anaïs réapparaissait, comme un spectre invoqué par inadvertance. Emma tenta de s'éclipser discrètement, mais leurs regards se croisèrent. Anaïs pâlit, posa son verre et s'approcha, hésitante. « Emma? C'est vraiment toi ?» Sa voix, autrefois autoritaire, tremblait légèrement. Emma recula, le cœur en panique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix froide, masquant sa peur. Anaïs baissa les yeux. « Je vis à Madrid maintenant, mais je suis venue pour la feria. Je ne m'attendais pas à te voir. » Il y eut un silence pesant, chargé d'années de non-dits. Emma voulait hurler, lui reprocher tout le mal qu'elle avait causé, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle tourna les talons et s'enfuit, traversant la foule enivrée. Anaïs la suivit, appelant son nom. Elles se retrouvèrent dans une ruelle plus calme, bordée de balcons fleuris. « S'il te plaît, écoute-moi » implora Anaïs, essoufflée. « Je sais que je t'ai fait du mal. J'étais une idiote, une gamine perdue qui projetait sa propre confusion sur toi. » Emma s'arrêta, surprise par cette admission. « Ta confusion? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Anaïs prit une profonde inspiration. « J'étais jalouse, Emma. Jalouse de ta liberté, de ton authenticité. Moi, je me cachais derrière ma méchanceté parce que je ne voulais pas admettre qui j'étais vraiment. » Les mots planaient dans l'air chaud de la nuit. Emma sentit une fissure dans son armure. Anaïs, la harceleuse, avouait sa propre lutte intérieure? Cela semblait trop surréaliste. Elles s'assirent sur un banc, sous un lampadaire vacillant, et Anaïs raconta son histoire. Après le lycée, elle avait poursuivi des études en journalisme, voyageant à travers l'Europe. Mais les démons du passé l'avaient rattrapée. Elle avait réalisé, lors d'une relation chaotique avec une femme, qu'elle était lesbienne elle aussi. « J'ai passé des années à me haïr pour ce que je t'ai fait » confia-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis venue en Espagne pour recommencer, comme toi. » Emma écoutait,
partagée entre la rage et une empathie naissante. Était-ce une manipulation? Ou une véritable rédemption? La nuit s'étira, et elles parlèrent jusqu'à l'aube, échangeant des fragments de vie brisée et reconstruite. Pour la première fois, Emma vit Anaïs non comme un monstre, mais comme une femme vulnérable, marquée par ses propres batailles. Une étincelle inattendue s'alluma en elle, pas de la pitié, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux, une attirance refoulée. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Anaïs prolongea son séjour à Séville, prétextant du travail. Elle se revoyait dans des cafés ombragés, marchant le long du Guadalquivir, partageant des tapas sous les étoiles. Emma, prudente, gardait ses distances, mais Anaïs était persistante, montrant une douceur qu'Emma n'aurait jamais imaginée. « Laisse-moi te prouver que j'ai changé, » disait-elle, avec un sourire qui faisait fondre les résistances. Un soir, lors d'une promenade dans l'Alcazar, Anaïs prit la main d'Emma. Le geste était timide, chargé de signification. Emma ne la retira pas. Leurs doigts entrelacés, elles s'embrassèrent pour la première fois, sous les arches mauresques, un baiser doux et hésitant qui effaça temporairement les ombres du passé. C'était le début d'une romance inattendue, cassée, achetine et passionnée, où le pardon se mêlait à l'amour naissant. Pourtant, Emma ne pouvait ignorer les doutes qui la rongeaient. Était-ce réel? Ou Anaïs jouait-elle un rôle? La vie à Séville, avec ses fêtes endiablées et ses siestes languides, offrait un cadre idyllique, mais les fissures commençaient à apparaître. Anaïs recevait des appels mystérieux, s'absentait sans explication. Emma, sentant la jalousie pointer, se rappelait les trahisons passées. Les semaines passèrent comme un rêve fiévreux. Emma et Anaïs s'installèrent dans une routine fragile, faite de rires partagés et de nuits passionnées. L'appartement d'Emma, avec ses toiles inachevées et ses odeurs de peinture à l'huile, devint leur sanctuaire. Anaïs, journaliste freelance, travaillait sur un article sur la culture andalouse, ce qui lui permettait de rester. Elles exploraient Séville ensemble, les marchés animés de Triana, les jardins luxuriants du parc de Maria Luisa, où elles se promenaient main dans la main, ignorant les regards curieux. Mais sous la surface, les tensions couvaient. Emma, encore hantée par les souvenirs, se réveillait parfois en sueur, revivant les humiliations du collège. « Comment puis-je t'aimer alors que tu m'as tant fait souffrir ?» se demandait-elle. Anaïs, sentant cette distance, redoublait d'efforts, des bouquets de roses sauvages, des poèmes griffonnés sur des serviettes en papier, des confessions murmurées dans l'obscurité. « Je t'aime, Emma. » Plus que je ne l'aurais cru possible, avouait-elle un soir, après l'amour, leurs corps enlacés sous les draps froissés. La romance s'approfondissait, teintée d'une intensité française, ces discussions philosophiques sur l'amour, le pardon, la rédemption. Elles parlaient de Camus et de Sartre, appliquant leurs idées à leur propre histoire. L'enfer, c'est les autres, citait Emma, ironique. Mais parfois, les autres deviennent le paradis, répondait Anaïs, avec un baiser. Pourtant, le conflit surgit inévitablement. Un après-midi, alors qu'Emma fouillait dans le sac d'Anaïs à la recherche de clés, elle trouva une lettre froissée. C'était d'une ex-petite amie, une certaine Lucia, vivant à Madrid. Les mots étaient brûlants. « Reviens-moi, Anaïs. Notre histoire n'est pas finie. » Le cœur d'Emma se brisa. Était-ce une trahison? Anaïs rentra à ce moment, et la confrontation explosa. « Qui est Lucia ?» hurla Emma, agitant la lettre. Anaïs blêmit. « C'est du passé, Emma. Elle m'a écrit il y a des mois. » Mais Emma, aveuglée par la douleur, n'écoutait pas. « Tu m'as menti. Comme au collège, tu joues avec mes sentiments. » Anaïs tenta de s'expliquer. Lucia était une relation toxique, terminée avant leur rencontre. Mais les doutes d'Emma étaient trop profonds. Elle chassa Anaïs, les larmes coulant sur ses joues. Seule, Emma erra dans les rues de Séville, le cœur en miettes. La ville, autrefois magique, lui semblait maintenant oppressante. Elle se réfugia dans son atelier, peignant furieusement, transformant sa douleur en couleurs vives et tourmentées. Des jours passèrent sans nouvelles d'Anaïs. Emma oscillait entre regret et colère. Avait-elle été trop hâtive? Ou avait-elle raison de se protéger? Puis, un soir de pluie torrentielle rare en Andalousie, Anaïs réapparut à sa porte, trempée jusqu'aux os.
Je ne peux pas vivre sans toi, déclara-t-elle, la voix brisée. Lucia est du passé. Toi, tu es mon avenir. Emma hésita, mais l'amour l'emporta. Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, promettant honnêteté et transparence. La relation reprit, plus forte, mais les ombres persistaient. Anaïs confia ses propres peurs, l'homophobie internalisée qui l'avait poussée à harceler Emma adolescent. J'avais peur de moi-même, admit-elle. Emma, touchée, partagea ses cicatrices émotionnelles. Ensemble, elles guérissaient, pas à pas. Le Haut-Trao approchait. Lors d'un voyage à Grenade, pour visiter l'Alhambra, Anaïs reçut un appel urgent. C'était Lucia, en crise, menaçant de se faire du mal si Anaïs ne revenait pas. Anaïs, paniquée, décida d'aller à Madrid pour l'aider, sans en parler à Emma. Ce fut la trahison ultime. Emma découvrit le mensonge par un message mal effacé. Furieuse, blessée, elle confronta Anaïs par téléphone. « Tu choisis elle » cria-t-elle. Anaïs, déchirée, répondit « Non, c'est pour l'aider, pas pour l'aimer. » Mais Emma, sentant l'abandon, rompit. « C'est fini. Je ne peux plus faire confiance. » Anaïs rentra précipitamment, mais Emma avait déjà fait ses valises, prête à retourner en France. La scène fut déchirante, cris, larmes, accusations. « Tu m'as changé, Emma. Tu m'as fait voir la lumière, » supplia Anaïs. « Mais tu as brisé ce qui restait de moi, » répliqua Emma. Elles se séparèrent dans la douleur, chacune portant le poids de l'amour perdu. Les mois suivants furent un tourment pour Emma. De retour à Paris, elle tenta de reconstruire sa vie, mais Séville et Anaïs hantaient ses rêves. La capitale française, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés existentialistes, lui semblait grise comparée à la vivacité espagnole. Elle exposa ses toiles inspirées de l'Andalousie, recevant des éloges, mais le succès sonnait creux sans Anaïs. Anaïs, restée en Espagne, sombra dans la dépression. Elle abandonna son article, erra dans Madrid, repensant à ses erreurs. Lucia, stabilisée, devint une amie platonique, mais Anaïs réalisait que son cœur appartenait à Emma. Elle écrivit des lettres, des emails, suppliant le pardon, mais Emma les ignorait, protégeant son cœur fragile. Un jour, lors d'une exposition à Paris, Emma reçut une visite inattendue. Anaïs était là, amaigrie, les yeux cernés, tenant un bouquet de fleurs sauvages comme celles de Séville. « Je suis venue pour te dire adieu, si c'est ce que tu veux, » murmura-t-elle. Emma, émue, la fit entrer dans son atelier. Elles parlèrent des heures, déversant les vérités enfouies. Anaïs avoua sa lâcheté, « J'ai eu peur de l'engagement, peur de te blesser plus. » Emma confia sa vulnérabilité, « Tu étais mon bourreau, puis mon amour. » Comment naviguer ça? Dans cette conversation cathartique, elles comprirent que leur amour, forgé dans le feu du passé, était unique. Le pardon vint lentement, comme une aube timide. Elles décidèrent de recommencer, avec prudence. Anaïs s'installa à Paris, trouvant un job de correspondante. Elles explorèrent la ville ensemble, les bords de Seine, les musées, redécouvrant l'amour dans un cadre français. Mais le destin testa leur lien une dernière fois. Anaïs fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, une ombre sur leur bonheur naissant. Emma, terrifiée, resta à ses côtés, soignant, aimant avec une ferveur renouvelée. « Je ne te quitterai pas », promit-elle lors d'une nuit d'hôpital. Cette épreuve les unit plus profondément. Anaïs guérit, et leur relation émergea plus forte, imprégnée d'une humanité profonde. Elles voyageaient entre France et Espagne, célébrant leur amour multiculturel. Un soir, sur un pont parisien, Anaïs posa un genou à terre. « Épouse-moi, Emma. Soyons les héroïnes de notre propre histoire. » Emma, les larmes aux yeux, accepta. Leur mariage fut une célébration intime, dans un château provençal, entouré d'amis et de famille. Emma, en robe blanche fluide, et Anaïs, en tailleur élégant, échangèrent des vœux émouvants. « De la haine à l'amour, tu as transformé ma vie, » dit Emma. « Tu m'as sauvée de moi-même, » répondit Anaïs. Elles s'installèrent à Séville, fusionnant leurs mondes. Emma peignait des œuvres inspirées de leur histoire, exposées internationalement. Anaïs écrivit un livre sur le pardon et l'amour lesbien, touchant des cœurs.
Les années passèrent, marquées par des joies simples, des promenades en Andalousie, des dîners romantiques, des débats passionnés. Elles adoptèrent un enfant, une petite fille nommée Esperanza Espoir en espagnol, symbolisant leur renaissance. Mais la vie, imprévisible, apporta des défis. La maladie d'Anaïs récidiva, plus grave. Emma, dévastée, l'accompagna jusqu'au bout, tenant sa main dans les moments sombres. Notre amour est éternel, murmura Anaïs avant de partir. Emma, veuve à 40 ans, canalisa son chagrin en art et activisme, aidant les jeunes LGBT harcelés. Elle fonda une association, honorant la mémoire d'Anaïs. Dans ses vieux jours, Emma repensait à leur histoire avec une sérénité humaniste. L'amour naît parfois des cendres de la douleur, écrivait-elle dans ses mémoires. Séville, témoin de leur saga, gardait leurs secrets dans ses ruelles éternelles. Ainsi se termina leur conte, non en happy end parfait, mais en une leçon de résilience, d'amour profond et de rédemption. Une histoire française dans l'âme, espagnole dans le cœur, universelle dans son message.